Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, on essaie la Ioniq 5. Générique. Bonjour, me voici à bord de la Ioniq 5. J'ai été contacté courant du mois de juin par un abonné Marc qui habite pas très loin de Lorient sur Hennebon et qui m'a dit écoute voilà j'ai commandé la Ioniq 5, je vais bientôt en prendre livraison, est-ce que ça t'intéresse de l'essayer et à la rigueur de faire une vidéo dessus? Quelle a été ma réponse? Évidemment, vous vous y attendez? Bah oui, évidemment. Donc voilà, chose faite. Marc, tu as récupéré ta Ioniq depuis le 15 juin. Depuis le 15 juin, et là tu as fait à peine 800 km avec à cause du télétravail. Et donc on s'est retrouvé aujourd'hui on a commandé le soleil. Coup de bol, parce que ce matin il tombait des trombes. Et là on a commandé le soleil, c'est quand même assez génial. Je sais pas si vous allez voir sur l'image. Vous voyez, les nuages ils sont sur Vannes. On les a envoyés vraiment sur Vannes. Et à Lorient il fait beau. Donc sincèrement en Bretagne il fait toujours beau. J'essaierai de couper les nuages au montage. Voilà, j'ai coupé les nuages au montage et on va attaquer tout de suite la présentation extérieure et intérieure de cette Ioniq 5 dans la première partie de la vidéo. Allez, on attaque tout de suite par le coffre. Le coffre est donné pour un volume de 580 litres environ. Ici sur la version créative, l'ouverture est manuelle. Donc vous voyez, vous avez un cache-bagages repliable. Le volume du coffre est assez intéressant avec un plancher plat. Comme vous le voyez ici, il y a un filet de rangement des bagages pour éviter qu'ils traînent, c'est quand même assez pratique. Et sous le coffre, on a un petit espace de rangement pour différents sacs, les triangles. Ici, vous voyez sur la droite, il y a une petite trappe que l'on peut ouvrir, un peu comme sur la Tesla Model 3, et qui va nous donner accès au déverrouillage de la prise de recharge si celle-ci était bloquée. Donc c'est le déverrouillage manuel de la trappe de la prise de recharge. Voilà, donc le coffre est assez pratique, notamment avec le haillon, forcément ça nous donne un espace de rangement assez intéressant, mais voilà, le coffre électrique n'est disponible que sur le haut de gamme de la Ioniq 5 sur la version exécutive. Alors l'espace intérieur, moi, je vais aller de l'autre côté de la voiture parce que je suis un peu en contre-jour. Donc au niveau de l'espace intérieur et notamment arrière, vous voyez que nous avons une place assez large aux jambes. 3 places arrière correctes avec une place centrale qui est vraiment assez généreuse. Et vous voyez qu'au niveau des finitions, on a des bus de ventilation pour les places arrière, des chromes, que ce soit pour la trappe, etc. Ici, vous voyez qu'on dispose d'un espace de rangement et de 2 prises USB et à l'arrière des sièges, un filet pour ranger. Ici, vous avez une manette qui permet d'avancer et de recharger d'avancer et reculer l'assise, et d'incliner les sièges. Au niveau de l'avant du véhicule, donc contre-porte en plastique dur mais assez agréable au toucher. Ici on peut enlever l'airbag, vous avez les buses de ventilation qui sont insérés dans une longue ligne qui longe le tableau de bord. Pas mal de chrome,
hein, que ce soit sur le volant, sur les commodos, sur le tableau de bord. Ici, nous avons une large console centrale qui peut avancer et reculer, sur laquelle nous avons 2 prises USB, 2 portes gobelets. Ici, un petit rangement sous la coudoir et un grand bac de rangement central. Ici, nous avons un tiroir pour la boîte à gants. C'est assez pratique, je trouve, hein. On a peut-être 7-8 litres de volume de rangement, donc c'est quand même assez pratique. Et ce que vous pouvez noter, c'est qu'on a un plancher totalement plat entre le passager et le conducteur, avec un espace de rangement, une hausse prise 12 volts. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, pédalier en caoutchouc. C'est assez intéressant. Au niveau de la finition, on a des sièges assez moussés, avec un tissu un peu brillant, vous voyez, avec un motif dessus. Le siège passager est à réglage manuel, il sera électrique sur la version haut de gamme exécutive. Et si on regarde les tissus des sièges arrière, vous verrez qu'on n'est pas sur les mêmes tissus, c'est assez étonnant. On n'a pas le même motif et on est toujours sur un toucher assez satiné, assez soyeux des deux sièges, mais voilà, on n'a pas le même type de tissu entre l'avant et l'arrière. On va passer maintenant côté conducteur. Donc ici sur le siège conducteur, on est à réglage électrique, mais pas de mémoire. Petite trappe de rangement dessous. Ici, on a accès au bouton parking, auto hold notamment. Cette grande tablette double écran pour le multimédia. Et vous voyez qu'ici, on a une petite trappe à l'ancienne, et cette petite trappe à l'ancienne, c'est pour l'ouverture du capot. Voilà, on connaît un peu mieux, notamment sur la Tesla Model 3, mais on va avoir le même système sur la Volkswagen ID.3. Au niveau de l'avant, alors voilà, il faut que je trouve le petit clapet pour ouvrir. Et par contre, on a 2 vérins pour ouvrir le coffre, ça c'est super. On a l'impression d'avoir un grand moteur, un capot moteur à l'avant. Ici, on a la batterie 12 volts, les différents accès au liquide de frein, liquide de lave-glace, etc. Et sous le moteur, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben non, c'est pas le moteur, c'est un grand espace de rangement où on peut y ranger les câbles, le nécessaire de nettoyage, etc. Je crois qu'on doit avoir 40 ou 50 litres, c'est un peu moins que sur la Tesla Model 3. Et cet espace sera plus petit sur la version double motorisation, puisque le moteur avant prendra un petit peu d'espace à ce niveau-là. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal parce que, à part chez Tesla et chez Ford sur la Mach-E, peu de véhicules nous proposent un espace de rangement à l'avant. On va se positionner dans la voiture et on va regarder ensemble cet écran. Alors ici, juste devant le conducteur, on a un écran avec à gauche l'indicateur de vitesse, à droite, là on voit le véhicule ouvert, mais à droite on va avoir l'autonomie, et on a différents menus d'ordinateur de bord qui se commandent par cette petite molette sur la molette gauche de la droite du volant. En haut, on a le bouton qui nous donne accès aux différents menus de l'ordinateur de bord, et la petite molette de gauche, argentée, va nous permettre de faire défiler, hein, comme on va pouvoir voir ici. Donc on peut voir la pression des pneus, on va pouvoir regarder tout ce qui va être trip, autonomie, consommation, etc. GPS s'afficher en plein milieu de l'écran. Sur la gauche, on va voir donc le pourcentage de batterie. On va pouvoir voir aussi le niveau de régénération sélectionné, la température, juste sous le véhicule, cette barre qui va nous donner la consommation. Voilà, les panneaux d'affichage. On a pas mal d'informations, je trouve, face au conducteur. C'est assez intéressant. Trip total, 799 km déjà réalisés par marque, pour une consommation moyenne de 14,4 kWh, c'est quand même pas mal. Donc on a différents trips. Ici, c'est pour les informations du GPS, les pressions des pneus, comme je vous disais. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis sous la voiture, on va voir la consommation instantanée et la consommation moyenne du dernier trajet. Moi, je trouve que l'écran est assez fait et bien lisible et visible. C'est assez tech, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ensuite, l'écran central. Donc un écran de 12,3 pouces. Donc on va avoir ici les informations sur la partie électrique, l'autonomie restante, la distance, la consommation. Moi je trouve que la mise en forme est assez bien faite. Donc on a différentes informations qui sont disponibles. Donc ici on va pouvoir accéder aux différents paramètres, on va pouvoir définir des limites de recharge,
en fonction du type de courant de charge, si on veut définir à quel niveau on veut recharger en courant continu, en courant alternatif. Ici, on va pouvoir dire si on veut limiter la puissance de charge. Sur la Tesla, on va pouvoir dire si on veut du 10, du 16, du 20, du 25 ampères. Ici, on a 3 niveaux de réduction, sans savoir exactement à quel niveau ça va nous ramener. Marc n'a pas eu l'occasion de tester, donc voilà, on peut limiter quand même la puissance de charge dans la voiture. Voilà, donc ici on a le mode hiver et on peut activer le mode utilitaire. Donc si on revient sur le menu, donc là c'est le menu général, voiture électrique. Et si on revient au menu général, voilà, on a accès à la carte, projection du téléphone, voiture électrique, radio, médias, téléphone, navigation, paramètres. Pour le chauffage, vous voyez qu'on a le siège chauffant électrique, conducteur et passager, et on a aussi le volant électrique. C'est un plus quand même par rapport à la Tesla Model 3 Standard Energy Plus qu'il n'en dispose pas, mais qu'on va retrouver sur la Volkswagen ID3. Voici ici les menus pour la ventilation. On va pouvoir régler la température, la clim, la vitesse, etc. Moi, je trouve que c'est quand même bien fait. Et puis là, tous les différents menus de paramètres sur les thèmes, le son ou autre. Voilà, on revient en mode véhicule électrique. Et vous voyez qu'on a plusieurs onglets. Donc ici, on va arriver sur la carte. Et voilà, écoutez, on a un affichage d'un GPS assez standard. Mais regardez, on a quand même une vitesse de défilement de l'écran qui est vraiment pas mal. Très très proche de la Tesla. La Volkswagen ID3, l'écran est beaucoup moins réactif. Donc là, je trouve qu'on a une dalle avec une fréquence qui est vraiment vraiment pas mal. C'est très réactif. Donc on revient sur le menu général. Et si on revient sur l'affichage général, vous voyez, on a plusieurs onglets, on peut les faire défiler de droite à gauche. Moi, je trouve que la vitesse de défilement est vraiment pas mal. La présentation est bien. Voilà, franchement, je trouve que Hyundai a très très bien travaillé. On va voir la température, l'état de la voiture, de la batterie, l'incrustation de la carte. Moi, je trouve que c'est très très joli, c'est très bien fait. Moi, je donne un bon point à Hyundai sur cette partie-là, parce que je trouve qu'au niveau multimédia, ils ont bien travaillé. Ici, le volant. Alors voilà. Là, il y a un truc qui me choque ici, c'est, regardez, on n'a pas du tout le logo de la voiture, de la marque de la voiture. Ça m'étonne beaucoup. Alors sur la gauche du Komodo, on va avoir, alors sur la droite, pardon, on va avoir toute la gestion autopilote, trajet, ordinateur de bord. Sur la gauche, toute la partie audio, téléphone, sélection. Et ici, on a un bouton pour sélectionner le mode de conduite. Et voilà, en sélectionnant le mode éco, le mode confort ou le mode sport, on va avoir un affichage en rouge qui va s'afficher et qui va nous donner une puissance et une autonomie différentes. Ici en bas à droite, on a le Komodo de sélecteur de vitesse avec un petit bouton sur la pointe en mode parking qui ressemble un petit peu au Komodo de la Tesla. Drive, neutre, rear et parking. Et ici, comme je vous disais, on va voir le réglage de la hauteur des feux, le frein de parking, la déconnexion de l'ESP et l'activation de l'auto-hold. L'auto-hold n'est pas en série auto-activé. Avec les palettes au volant que vous voyez, on peut sélectionner le frein régénératif jusqu'à 3 niveaux. Et si on continue jusqu'au 4e niveau, on va activer le e-pédale. Et là, je peux vous dire que le e-pédale est aussi puissant que sur la Tesla. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur la première partie de la vidéo, sur la présentation de l'extérieur et de l'intérieur, c'est une voiture quand même qui a un gabarit assez imposant. Je venais de dire à Marc là, comme vous savez, je roulais en BMW X1 avant. Et je retrouve un peu cette position de conduite un peu surélevée, une position assise un petit peu plus droite, contrairement à la Tesla où c'est vrai qu'on est quand même un peu, pas allongé, mais on sent qu'on est près du sol et un petit peu couché. Et là, on est vraiment sur une position type SUV, quoi. Ça c'est clair. C'est quand même assez agréable. C'est ce que beaucoup de personnes apprécient quand même sur le SUV. C'est cette position de conduite où on domine un petit peu la route, où on se sent un petit peu plus en sécurité. C'est vrai que moi, quand je suis dans la Tesla et qu'il y a une Ioniq 5 à côté de moi sur une 4 voies, je me sens très petit, très bas. Comme je vous le disais, la Tesla c'est 1m44 de haut. Celle-ci a fait 1m64. Il y a quand même 20 bons centimètres en hauteur entre la Ioniq 5 et la Tesla, et sincèrement quand on est sur la route, on le sent bien cette différence, quoi. Premières impressions, voilà, c'est une voiture électrique, que dire, quand on a l'habitude de la voiture électrique ou des boîtes automatiques, c'est assez intuitif. Comme vous l'avez vu, on a un bouton démarrer, c'est quand même assez rigolo parce qu'on est quand même sur une voiture qui est quand même
technologique. Et là on se dit, on en parle avec Marc, c'est vrai que sur l'ID3 que Marc a eu aussi précédemment et puis et sur la Tesla, bah voilà, il suffit de rentrer dans la voiture, d'appuyer sur le frein et puis sur la Volkswagen, de se lever du siège pour qu'elle s'éteigne, et pour la Tesla de fermer la portière pour qu'elle s'éteigne. Donc voilà, on a ce petit bouton qui persiste. On va l'avoir aussi, tiens, d'ailleurs, sur le BMW iX3, j'essaierai de vous en parler une prochaine fois. Première sensation de conduite, le volant, pourtant je me suis mis moi en mode confort sur la Tesla, il est un petit peu plus souple que sur la Tesla. Et légèrement plus ferme que sur l'ID3. L'ID3, on a vraiment une transmission qui est très très légère. Alors, ce qui fait qu'en ville, on a l'impression que la voiture vole, est très légère. Je trouve que c'est même trop léger quand on est sur l'autoroute à 120, 130. Moi sur l'ID3, je préférais que la direction soit un peu plus ferme parce que le moins de petits coups de volant, ça bouge. Là, moi sincèrement, j'aime bien la direction de la voiture. Le multimédia est quand même assez sympa, comme je vous l'expliquais. C'est assez étonnant, moi je trouve, cette présentation qu'ils ont fait. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo avec des arènes, des tribunes de chaque côté qui nous regardent venir. C'est assez sympa. Pour tout vous dire, au début, le tour blanc sur l'écran, je sais pas ce que tu en penses. Moi, ça me perturbait un peu. Ouais, complètement. Moi, sur les photos, j'apprécie pas vraiment la partie blanche comme ça. Je trouvais que ça faisait vraiment élément rajouté. Et c'était pas visuellement pas agréable, quoi. C'est ça. Et puis, alors bon, c'est revenu un peu à la mode grâce à Apple, parce que les nouveaux iMac ont ce tour blanc. Donc finalement, Hyundai, je sais pas s'ils avaient eu les infos avant, tombe dans le truc. Par contre, j'ai cru apercevoir que sur le Kia EV6, qui est le frère jumeau de la Ioniq 5, lui a plutôt un tour noir. C'est ça. Sur l'écran, c'est vrai que je préférerais. Je pense que noir, ça passera un petit peu plus mieux. Ouais, je pense, ouais. Puis avec la partie du tableau de bord, ça va dépendre de la couleur qu'on va avoir du tableau de bord. Ouais, c'est ça. Et puis, alors je sais pas, c'est peut-être moins salissant le blanc au niveau des poussières. Peut-être qu'on les visualise moins. Ici, c'est un haut-parleur qu'on a sur la gauche. Non, ce n'est pas un haut-parleur. Apparemment, c'est un élément magnétique pour pouvoir coller d'un post-it ou des choses comme ça. Ah ouais, d'accord. Un pense-bête. Donc, il faudrait voir si. Dites-moi en commentaire si vous essayez les Ioniq 5 et vous avez les derniers iPhone 12, si l'iPhone colle, parce qu'on a le système de chargement avec des aimants. Ça se trouve, on peut arriver à faire tenir un iPhone 12 en le posant là. Pas bête, ouais. Donc voilà, sinon la présentation, donc globalement, en termes de qualité de plastique, etc., je trouve que c'est top et je dirais que c'est presque visuellement, même au toucher, presque mieux que sur la Tesla. J'aime beaucoup le tableau de bord, il reste encore pas mal de boutons, on voit que les habitudes Hyundai sont encore là. On parlait tout à l'heure des contreportes, on est sur des plastiques durs, un peu comme sur l'ID3. Mais le toucher est assez agréable avec ce plastique un petit peu texturé et tout. C'est quand même assez agréable. Moi, il y a un truc, je vous ai montré ça, il y a un truc qui me perturbe vraiment beaucoup. C'est l'absence de logo de la marque au milieu du volant. Je sais pas, moi j'ai l'impression de se dire ils ont oublié un truc, ils ont pas fini le truc. C'est très joli, en plus le plastique est très agréable au toucher. Mais voilà, c'est dans les trucs qui m'étonne, c'est plus ça. Là par contre, ouais, elle me fait des super. Alors par contre, c'est voilà, truc que je déteste sur la Tesla, c'est les bips dans tous les sens. Là, ça fait 2-3 fois qu'elle me corrige, qu'elle me ramène sur le milieu de la rue parce que je suis un peu trop près de la ligne. Putain, sur la Tesla, j'ai eu des bips intempestifs et encore, je me suis mis en Joe mode. Mais merci Joe. Mais alors, j'imagine même pas comment c'était avant les bips sur la Tesla. Ça devait être assez horrible, quoi. Donc là, c'est quelque chose qui est désactivable en fait, ouais, et qui ne revient pas en natif. D'accord. Pour le coup. Donc c'est toi qui décides s'il y a des alertes sonores ou pas, quoi. Par contre, le maintien de voie, effectivement, revient toujours en natif parce que, comme on le sait, c'est une règle d'homologation pour les véhicules. Donc ouais. Aujourd'hui, malheureusement, même si on le désactive, il va toujours revenir. Par contre, tu peux le désactiver avec juste au volant sans rentrer dans les paramètres. D'accord. Ça, c'est super agréable. Donc, tu as un bouton avec un volant. Ouais. Si tu restes appuyé plus de 2 secondes dessus, d'accord, il va se désactiver. Ah oui, je viens de le voir sur l'écran. C'est désactivé, là tu vas activer le suivi de voie. Donc même si tu n'as pas le régulateur actif, le suivi de voie va te permettre de centrer la voiture. D'accord, ce qui va correspondre à l'autopilote de série. Et là je vois en effet il y a un trait vert, je ne sais pas si vous arriverez à le voir sur la vidéo. J'ai une ligne verte, un petit peu comme la ligne bleue sur le FSD sur la Tesla. J'ai une ligne verte qui est apparue, oui je garde les mains sur le volant. J'ai une ligne verte qui est apparue qui m'indique, qui me maintient au milieu de la voie. Et ça c'est très rigolo de pouvoir voir le suivi de voie sans mettre le régulateur actif. D'accord. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu sur les autres voitures. Bah ouais c'est assez intéressant. Alors là, c'est intéressant là. Il vient de me mettre une alerte rouge sur la gauche. Vous n'avez pas dû le voir, mais j'avais aussi une alerte rouge au niveau du rétroviseur parce qu'une voiture arrivait par l'arrière. Donc c'est assez intéressant parce qu'il me prévient qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est vrai que des fois ça peut nous éviter de déboîter
sans avoir regardé. Je sais bien que vous, ça vous arrive jamais. Moi, ça m'arrive de déboîter sans avoir regardé mon rétro. Et là encore, regardez, j'ai l'alerte rouge et j'ai une voiture qui arrive sur ma gauche. Voilà, qui est en train de passer. Je trouve que c'est vraiment pas mal ça. On va sortir là. Premières impressions, c'est assez sympa. Silence, aucun bruit d'air. Bon, là on est à 80 km/h, hein. Il n'y a pas de bruit d'air. Et je trouve qu'au niveau insonorisation des bruits de roulement, c'est beaucoup mieux que sur la Tesla. Et on est assez proche de ce que j'ai sur l'ID3. Moi, je trouve que la Hyundai et l'ID3 sont beaucoup mieux insonorisés que la Tesla. Et encore, ça a progressé sur la Tesla avec les versions chinoises où notamment les joints de porte sont mieux. Donc on a quasiment plus de bruit d'air. Et pourtant, vous voyez, on a du vent dehors. Hein, donc, non, la voiture est assez agréable. Est-ce qu'elle va suivre? Fais attention, ouais. On va voir. Elle suit, mais c'est pas génial. C'est pas un autopilote, donc dès que c'est vraiment l'angle est fermé du virage, tu verras que la voiture va décrocher tout de suite. Ah ouais. Alors que l'autopilote a la possibilité de prendre le virage, et si jamais il ne le sent pas, il va freiner d'un coup. C'est ça. En faisant un gros bip et en te relâchant la main, mais. Voilà, au moins il te prévient. C'est ça. C'est l'avantage parce que Hyundai a un petit peu de traître là-dessus, c'est quand ça décroche, ça décroche. D'accord. Bon, écoutez, voilà, sur le petit trajet, là, on va bientôt s'arrêter là. 14,5 kWh. Tu peux peut-être appuyer sur. Ouais. Tac. Okay. Alors, hop, voilà. Donc, on a fait 47 km. Non, ça, c'est depuis ta recharge. Voilà. Donc là, on a déjà fait 32 km. Je sais pas si vous le verrez à l'écran. 36 minutes qu'on roule et 14,4 kWh au 100 km avec je dirais un bon 30-35% de zone urbaine ou périurbaine. On a fait un tout petit bout 3 km de nationale à 110 et puis sinon de la départementale. Donc je dirais globalement sur le secteur breton, c'est un petit peu ce que je fais moi avec la Tesla ou l'ID3 quand on roule. C'est un petit peu ce type de cycle que l'on fait. Et là, vous voyez qu'à 14,9 kWh au 100 km, avec une batterie de 73 kWh, là, on n'a pas de problème d'autonomie, hein. Mais zéro problème d'autonomie. Je pense même qu'on doit être facilement autour des 500-550. Je vous mettrai le calcul en petite fiche sur l'écran, mais je pense que c'est assez énorme, quoi. Et là, tu me disais, tu étais à 17, 18 sur la nationale quand tu revenais de Rennes. Ouais, j'ai fait il y a 153 km parce que je l'avais déposé sur un forum et je crois qu'il y a 140 km à 110 pratiquement presque et j'ai fait 18 kWh au 100. D'accord. Mais conditions optimales parce qu'il faisait 30 degrés, hein, donc forcément la batterie elle préfère et avec un petit peu de clim effectivement entre 20 et 23. Enfin, forcément de la clim. Ouais. C'est pas un petit peu. Dans la dernière partie de la vidéo, on va aller sur le site Hyundai ensemble. On va regarder un petit peu leur configurateur. Je le trouve pas si mal, même mieux que celui de Volkswagen notamment. La gamme est assez simple, hein. Il y a 3 finitions, il y a 2 batteries et 3 possibilités de motorisation en fonction des types de batterie. C'est un tout petit peu plus compliqué à la rigueur que sur la Tesla Model 3, mais il y a très peu d'options. Donc finalement, je trouve qu'elle est assez facile à configurer. En tarif, on est capable d'avoir l'équivalent de la Model 3 SR+. Donc on va regarder ça ensemble, mais je trouve que la proposition tarifaire est assez pertinente et le modèle très haut de gamme de Ioniq 5, on est quasiment sur le tarif de la Model Y qui va sortir qui sera livrable en septembre. Et donc comme vous le voyez, si on prend la version intuitive qui commence à partir de 43 600 €, qui a la climatisation automatique bizone, système de chauffage de la batterie, caméra de recul, compteur numérique 12,3 pouces, drive mode, palette au volant, rétroviseur intérieur jour nuit automatique, transmission à commande électrique, etc. Le pare-brise avant acoustique, siège conducteur avec support lombaire électrique, siège passager, etc. Bas de caisse, jaune de vitre noire, vitre électrique, filet de coffre, sellerie tissu, volant cuir, connexion Bluetooth. Voilà, on a quasiment tout ce qu'il y a sur la Tesla Model Y. La seule chose qui va manquer, c'est le toit panoramique. Ce qui va manquer, c'est les sièges arrière chauffants. Ce qui va manquer, c'est le coffre à ouverture électrique. Sinon, on est à peu près sur des équipements quasiment comparable à la Model Y. Mais si on en revient à la Tesla Model 3 Standard Range Plus, 43 600 € comme je vous le disais. Si on va sur la prochaine étape, on prend la batterie 73 kWh, on arrive à 46 800 €. L'option pompe à chaleur,
coûte 990 €. Voilà, c'est ce qui va manquer aussi sur cette version intuitive par rapport à la Tesla Model 3. Au niveau des peintures métallisées, on est entre 650 €. Sur les peintures perlées, 650 €, vous voyez aussi. Sur ici, l'Atlas White, on est à 200 €. Voilà, bah écoutez, on va prendre l'Atlas White, hein, si on veut comparer par rapport à la Tesla Model 3 SR+, en version blanche d'origine. On arrive à la fin, donc ici, l'intérieur blanc est une option. Hein, donc on va rester sur l'intérieur noir. On arrive à 47 000 €. Bah, vous allez me dire, c'est beaucoup plus cher, Armel, que la Hyundai, que la Tesla Model 3. Ok, on va aller voir, on va sortir du configurateur et je vais vous montrer un truc. Donc sur la Ioniq 5 et on va ici sur les tarifs. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que deux séries, entre guillemets, Hyundai nous annonce des remises de 2500 € sans négociation. Pour en avoir discuté un petit peu avec Marc, il y a une petite marge de négociation possible. Donc si on reprend le tarif à 47 000 €, que je retire 2500 €, si je compte bien, ça ramène le prix de la voiture à 44 500 €. On est donc éligible à la prime de l'État pour les voitures de moins de 45 000 €, c'est-à-dire 6 000 €. Et donc à ce moment-là, la voiture tombe à 38 500 €. Et on se retrouve donc à un prix assez proche de la Tesla Model 3 Standard Range Plus. Bien sûr, il manque des équipements, mais là, on se retrouve avec un SUV à 38 500 €, avec une autonomie de près de 500 km. Et sincèrement, moi je trouve une offre, hein, comme vous l'avez pu voir sur la vidéo, qui est, je trouve, très compétitive. En conclusion, Hyundai nous fait une proposition vraiment plus que compétitive et concurrentielle avec cette Ioniq 5. On se retrouve avec un modèle SUV, intermédiaire entre une Tesla Model 3, mais pour moi, très concurrente des BMW iX3, des Audi Q4, des Skoda Enyaq, des Volkswagen ID4, que ce soit en termes de tarifs et de propositions, et face à la Model Y qui sera livrée à partir de septembre en France, sincèrement, c'est une très très bonne concurrente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore Marc d'avoir eu l'occasion de me faire essayer sa voiture. Une vidéo va suivre aussi plutôt un peu vlog, où on va échanger avec Marc sur son expérience avec les voitures électriques. Vous allez découvrir, il n'en est pas à son premier essai. Et puis on va aussi pas mal disserter sur justement les SUV, le marché, la Model Y qui va bientôt arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la chaîne Armel High Tech.